Alors aujourd'hui, on accueille un représentant de Terre de Liens. On est heureux de l'accueillir en cette salle et avec nos membres qu'on espérait plus nombreux, mais vous voyez, c'est parfois les problèmes de communication et les problèmes de, faut toujours répéter, de l'importance qu'il y a à se joindre à nous. Alors, je donne tout de suite la parole à Antoine Messéan, parce que si on est là aujourd'hui, aussi, Antoine, tu as été l'interlocuteur, c'est toi qui as proposé. Donc, on te donne la parole, Antoine Messéan, au titre de la section 1 notamment. Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez l'écran là en ligne? Écoutez, Par ouais. contre, on vous voit Bien, plus. bon, Si, bonjour à voilà. tous. Effectivement, quelques mots pour introduire la Terre de Liens. Pourquoi il m'a semblé utile. Évidemment, notre compagnie débat des questions relatives à l'agriculture, à l'alimentation et puis à l'environnement. Et on discute beaucoup des grands défis auxquels on est confronté, de souveraineté alimentaire, de biodiversité, de changement climatique notamment, et des voies pour y répondre. Et dans ce cadre, on débat beaucoup de transition, d'évolution des systèmes de production, quels qu'ils soient. Mais le constat, c'est que pour adapter notre agriculture, il faut des hommes et des femmes pour les porter, donc il faut des agriculteurs. Or, le départ massif des agriculteurs dans les 10 prochaines années et les difficultés d'installation constituent un vrai défi. Donc, il m'a semblé que c'était assez important. Hier, j'étais à un colloque du GIS élevage, avenir élevage, sur le futur d'élevage, et des chiffres quand même assez inquiétants ont été présentés sur la décapitalisation et le départ des agriculteurs. Et la table ronde avec les parties prenantes, chacun des acteurs a mis en avant ce problème d'installation comme première priorité, avant les aspects techniques. Et la problématique du foncier, bon, elle ressort un peu partout, que ce soit sur le terrain ou dans les instances, les arènes de débat au niveau national. Voilà. Et l'Académie, d'ailleurs, la compagnie a mis en place un groupe de travail sur le foncier. Alors, Bertrand Hervieux et François Purseigle avaient déjà éclairé le diagnostic sur l'évolution de la démographie et puis sur l'évolution des structures d'exploitation agricole, avec la présentation de leur ouvrage il y a quelques mois ici, Une agriculture sans agriculteurs. Et alors moi, je suis, comme Chantal, je suis un peu impliqué depuis mon exil girondin dans Terre de Liens, et il m'a semblé utile de prolonger cette analyse de Bertrand et François en présentant aujourd'hui euh, le mouvement en Terre de Liens qui agit sur le terrain pour préserver les terres agricoles et faciliter l'installation d'agriculteurs. Alors, c'est pas le seul acteur, mais 20 ans après sa création, Terre de Liens est devenu un acteur incontournable, majeur du portage financier et un partenaire important des collectivités territoriales et des SAFER en particulier. Voilà. Et Terre de Liens est porteur également, selon moi, d'une vision systémique des transitions qui peut éclairer nos débats. Voilà. Donc, c'était la raison pour laquelle j'avais sollicité Constant. Et je remercie William Lovelock, qui est chargé de mission à Terre de Liens, bon, peut-être te présenter un peu plus en détail, et qui va nous présenter un peu le cadre de réflexion, les missions de Terre de Liens, ses actions et ses recommandations, sachant que le groupe de travail foncier aura l'occasion d'y revenir plus en détail à la fin du mois. C'est ça. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette introduction et merci pour l'invitation. Moi, je suis chargé de recherche et d'analyse au sein du pôle plaidoyer, j'y reviendrai, au sein de Terre de Liens, donc chargé notamment de monter des collaborations avec la recherche sur les sujets qui nous préoccupent. Donc, je vais vous présenter un peu l'exemple de Terre de Liens, comment on fonctionne et aussi un panorama de certaines propositions que l'on peut porter au niveau politique. Mais avant ça, je vais d'abord faire un petit... alors, comment je passe les diapos? Je vais présenter quelques éléments de contexte qui me semblent importants à mettre en avant de rentrer plus dans les détails. Donc, tout d'abord, alors ça, c'est des chiffres. Je vais vous présenter une série de chiffres ou de constats, en fait, à l'échelle nationale concernant l'agriculture française. J'imagine que vous avez déjà de ces chiffres en tête ou parfois où ils vous ont déjà été présentés. Mais tout de même, quand même, pour avoir un peu ça en mémoire, le nombre d'actifs agricoles qui est passé de 31% des actifs globaux en 1950 à 2,5 seulement en 2020
avec une population globalement qui vieillit au sein de la population agricole, avec un âge moyen de 51 ans. 2,28 millions d'exploitations agricoles en 1955 contre 390 000 en 2020, représentant 660 000 équivalents temps plein, et avec une forte tendance à la salarisation aussi, donc une sortie quelque part du modèle de l'agriculture familiale qui a déjà été documenté par les travaux de Bertrand Hervieux et François Purseigle que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Il y a deux formes de sortie, nous, qu'on observe de l'agriculture familiale. Il y a une sortie par les firmes qui représentent une part de plus en plus grande des exploitations agricoles. Et il y a aussi une sortie du modèle de l'agriculture familiale que nous, on observe au sein des porteurs de projets qu'on peut suivre à Terre de Liens via, par exemple, des fermes coopératives. Donc, on sort du modèle familial, on sort de l'unité entre une personne ou une famille qui possède les terres, qui travaille et qui possède le capital d'exploitation. Donc, dans cette tendance un peu à la séparation entre travail, capital, terre, on a aussi d'autres formes qui émergent, pas que des firmes, mais aussi des formes coopératives, mais qui sont encore marginales aujourd'hui. Une variabilité des revenus moyens par unité de travail agricole selon les filières. À l'échelle du système alimentaire, le nombre d'actifs en agriculture a beaucoup baissé, pendant que dans l'industrie agroalimentaire, il est resté relativement stable les 40 dernières années, autour de 500 000. Donc, on a quelque part une perte de la valeur ajoutée dans la valeur alimentaire, une perte qui est issue de la production agricole à proprement parler, mais qui vient plus finalement de tout ce qui est en aval, distribution, transport, industrie agroalimentaire, etc. Pendant que la part de la valeur alimentaire a baissé dans le panier moyen des ménages en parallèle. Voilà, l'agriculture biologique ne représente que 8,5% de la SAU, donc de la surface agricole utile. C'est en dessous des objectifs que s'était fixé la France pour 2022, puisqu'il y avait un objectif qui avait été fixé quasiment 2 fois au-dessus, à 15%. Donc ça montre aussi des difficultés à faire développer l'agriculture biologique, qui est une des formes d'agroécologie quand même intéressante sur plein de volets, on y reviendra. L'agriculture biologique qui représente 8,5% des terres, mais 12% du nombre d'exploitations et 18% de l'emploi. Donc, globalement, une plus grande intensité en emploi dans ce secteur agricole-là. Voilà. Et pour plus d'éléments, vous pouvez, sur les dynamiques d'exploitation agricole, vous pouvez vous référer aux travaux de Bertrand Hervieux et François Purseigle, comme je le signalais. Alors, je vais passer à la diapo suivante. L'agriculture, globalement, a connu depuis l'après-guerre, depuis les années 50 et puis encore plus depuis les lois d'orientation agricole des années 60, un triple mouvement, je dirais, du coup, qui a une incidence forte sur la foncier, une forme de concentration, donc qui a amené à une augmentation de la taille des exploitations, taille des structures agricoles, mais aussi taille des outils industriels en amont et en aval, une forme de spécialisation à l'échelle des exploitations et à l'échelle des territoires. Ce que j'entends par spécialisation, c'est notamment une déconnexion entre élevage et culture, et aussi une simplification des rotations avec plus de monoculture, etc. Une intensification avec plus de capital investi par hectare, une productivité matérielle du travail qui a augmenté et un taux d'intrants et d'énergie utilisés par hectare qui a augmenté. Donc ce triple mouvement a amené à la situation de paysage agricole actuel à certains égards. La stagnation, aujourd'hui, on constate une forme de stagnation des rendements, donc un modèle aussi productiviste qui s'érode ou qui a du mal à augmenter ses capacités. On voit aussi monter des enjeux liés à l'eau. Vous en avez certainement entendu parler récemment. Alors, l'agriculture représente environ 10% des prélèvements, mais ce qui est important de savoir aussi, d'avoir en tête, c'est que parfois l'agriculture représente une forte part des prélèvements dans certaines régions, et notamment parce que c'est 10% en lycée sur l'année, mais dans les périodes d'été, par exemple, elles peuvent représenter jusqu'à 80% des prélèvements dans certaines régions. Et pendant que l'irrigation et les besoins en irrigation ont augmenté depuis les années 60 d'environ 20%. Donc aussi un modèle qui connaît un essoufflement, on va dire, sur la stagnation des rendements, sur sa demande hydrique, etc.
et une Europe qui, malgré cette productivité forte, est en fait importatrice nette de produits issus de la photosynthèse. Donc on dit souvent que l'Europe ou la France nourrit le monde, mais en fait c'est plutôt le contraire quand on rentre dans le détail des chiffres. Et puisque même l'IDRI a montré qu'il y avait une importation nette de 11% des calories que l'Union européenne consomme quand on réfléchit à l'échelle du bilan. Alors ça, c'est en partie lié aussi à une très grande partie des terres, 63% des terres à l'échelle de l'Union européenne qui sont dédiées à l'alimentation animale. Donc on voit que jouer un petit peu sur le volet de l'alimentation carnée pourrait permettre de diminuer la pression qui est exercée sur le foncier quelque part. Et puis vous avez peut-être vu ces chiffres-là aussi, mais 21% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au secteur agricole et ça peut aller jusqu'à 36% à l'échelle française si on réfléchit à l'échelle du système alimentaire. Ça, c'est des chiffres du réseau Action Climat. Donc, on voit que l'agriculture et le secteur alimentaire en général est un grand secteur sur lequel il faut jouer si on veut parvenir à diminuer un peu la pression sur les gaz à effet de serre. Et puis, j'y reviens pas trop, mais une érosion de la biodiversité, que ce soit des insectes ou la faune, flore, liée au secteur agricole qui est assez largement documentée et qui est importante à prendre en compte. Alors, on se pose à Terre de Liens, on est dans un projet qui essaye de promouvoir justement une agriculture nombreuse dans la ruralité. Et on se pose la question de savoir quel lien il peut y avoir entre la taille des structures agricoles et la prise en charge des enjeux environnementaux. Voilà. Est-ce qu'il faut plutôt des petites ou plutôt des grandes structures pour répondre aux défis de la prise en charge des enjeux environnementaux, que ce soit la protection des ressources en eau, la protection de la biodiversité ou la diminution des effets sur le climat. Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est une question très complexe. En tout cas, on voit que la capacité d'investissement ne peut pas être le seul déterminant qui permettra de prendre en charge ces enjeux. On ne peut pas se dire que c'est des grandes structures qui auront des grandes capacités d'investissement dans une logique un peu de techno-solutionnisme pourraient prendre en charge ces enjeux. C'est une question qui est plus complexe, qui est à la croisée de politiques qui sont à la fois agricoles et de politiques non agricoles. On voit par exemple les politiques commerciales avec des très faibles droits de douane historiques depuis les années 60 sur le soja, font que c'est très très compliqué de réimplanter des cultures légumineuses qui pourraient pourtant avoir le rôle de fertiliser les sols en rapportant de l'azote dans le sol. Et donc, du coup, on voit que c'est pas que des politiques agricoles qui sont en cause, mais des politiques commerciales, environnementales, industrielles et logistiques, territoriales, etc. Donc, pour prendre en charge ces enjeux environnementaux. Et on voit aussi que la prise en charge des enjeux environnementaux, si on prend le cas de l'agriculture biologique, la seule rémunération par le marché ne permet pas de répondre à cet enjeu, parce qu'on voit que la filière connaît des difficultés et on n'a pas réussi à atteindre les objectifs que la France s'était fixés autour de 15% de la SAU. Donc finalement, la seule rémunération par le marché d'une plus-value sur les aspects environnementaux ne suffit pas. Et donc ça pose des questions plus larges d'enjeux de gouvernance foncière. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des politiques d'accès au foncier, des politiques de préservation de l'environnement et de préservation des ressources en eau qui soient alignées et de préservation du climat qui soient alignées et qui permettent de favoriser des structures agricoles qui répondent à ces enjeux. Donc on est bien sur l'idée d'une terre comme bien commun qui devrait impliquer une pluralité d'acteurs au-delà de le seul État-profession sur cette gouvernance du foncier. Et globalement, cette question, pour revenir sur la question des tailles des structures, la prise en charge des enjeux environnementaux, on estime qu'elle devrait être plus prise en charge par la recherche elle-même, se poser des questions. Quand on regarde les scénarios, par exemple, les scénarios tendanciels prospectifs qui essayent de visualiser quelle sera l'agriculture dans les 10-20 prochaines années, généralement, ils ne modélisent qu'une augmentation ou, dans certains cas, une stagnation de la taille des structures qui est saisie comme une tendance irrévocable, mais jamais on voit de modélisation qui impliquerait une augmentation du nombre de structures agricoles dans le paysage. Et là, je me réfère à différents scénarios voilà,
donc je ne vais pas citer. Vous connaissez peut-être le scénario TIFA pour une Europe agroécologique qui avait été mis en place par l'IDRI, le scénario de Solagro, AFTER 2050, voilà, ce genre de scénario. Alors, sur la question des politiques foncières, les politiques foncières, ce qui est spécifique, c'est que c'est quelque chose dont les États nationaux à l'échelle de l'Europe ne se sont jamais dessaisis. Ils gardent leur politique, ils se sont plus ou moins dessaisis de leur politique agricole parce qu'elle est principalement située au niveau de la politique agricole commune, de la PAC, mais les politiques foncières sont nationales. Donc on voit des points de tension entre le fait que l'accès aux facteurs de production qu'est la terre passe aujourd'hui notamment par des structures telles que la SAFER pour les transferts de propriété, par le contrôle des structures pour le transfert de baux, et qui est un cadre national, et une tension avec un cadre qui est européen, voire mondial, qui régisse le financement des structures agricoles avec la PAC ou l'organisation des marchés agricoles qui sont organisés à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale. On voit aussi une tension entre la régulation du foncier agricole et le cadre juridique et administratif qui est le cadre de l'urbanisation, avec une artificialisation qui est souvent mise en avant comme un facteur d'impact durable des espaces agricoles et sur lequel il y a des réflexions en ce moment autour du zéro artificialisation net, etc. Donc, il y a des tentatives de légiférer pour essayer d'avancer pour limiter le grignotage des espaces agricoles par l'urbanisation, mais on sent que c'est très complexe et ça a posé beaucoup de questions, et notamment aux maires ruraux dans le cadre de la séquence sur le ZAN. Il y a une régulation du foncier qui est globalement faiblement, qui est tournée vers le maintien des structures agricoles, voire qui favorise parfois leur agrandissement, mais par contre qui est très faiblement tournée vers l'écologisation des pratiques. Donc l'accès aux facteurs de production est très faiblement conditionné au fait qu'on ait des pratiques vertueuses sur le plan environnemental, et l'appui aux modalités de propriété de la terre telles que terre de liens, une propriété collective centrée vers l'agriculture agroécologique. On voit que c'est des modalités de propriété de la terre qui ne sont pas encore complètement favorisées sur le plan politique. Donc, on a un besoin de cohérence entre des politiques publiques et des politiques foncières et les politiques foncières, politiques publiques sur tous les aspects qui peuvent toucher le sol et la terre à différents échelons, régional, national, local et européen. Et on a un besoin de sortir globalement, dans l'idéal aussi, de la cogestion entre État et profession, au regard justement de la multiplicité des enjeux qu'il peut y avoir sur le foncier agricole, qui ne sont pas que des seuls enjeux d'entreprise agricole et de productivité agricole. Donc voilà, ça c'est sur des éléments de contexte très larges. Maintenant, je vais me focaliser sur un public avec lequel on travaille énormément à Terre de Liens, même si on travaille aussi dans le cadre de transmission familiale. Il y a des transmissions familiales qui parfois demandent l'appui de Terre de Liens. Donc en tout cas, on travaille surtout avec le public qu'on appelle les NIMA. C'est un acronyme qui n'est pas idéal. En gros, c'est les personnes non issues du milieu agricole, en fait, qui recouvrent un public assez hétérogène, mais globalement, ils ont quand même des points communs en termes de difficultés dans ce qu'ils rencontrent face au marché foncier tel qu'il est structuré. Et globalement, ils n'ont pas d'accès aux transferts familiaux qui représentent quand même la majorité des transferts de foncier aujourd'hui. Donc, ils sont un peu bloqués sur l'accès à une majorité des terres. Ils sont confrontés souvent, parce qu'ils sont dans des cercles de socialisation plus distants des agriculteurs, à des prix des terres qui sont plus élevés. Même si l'accès au bail reste quand même la principale voie d'accès à la terre, donc c'est pas forcément par la propriété qu'on accède au foncier. Ils ont souvent accès à des plus petites parcelles ou des parcelles moins productives, donc ils sont un peu voilà, disqualifiés sur ce marché foncier. Ils ont moins d'accès globalement aux informations sur les terres qui se vendent, etc. Et ils ont moins de temps pour réagir sur le marché foncier parce qu'ils ont moins de connaissances en amont des terres qui vont se céder. Et globalement, il y a, pour certains d'entre eux, et notamment pour ceux qui se lancent dans des projets, par exemple en circuit court ou en agroécologie, parfois il y a moins de considération sur leur projet du point de vue des institutions qui vont donner les feux verts pour pouvoir financer le projet ou pour pouvoir accéder au foncier. Et parfois, certains bénéficient moins d'aides PAC aussi. Si on prend le cas du maraîchage biologique, par exemple, souvent ils ne disposent pas d'aide dans le cadre de leur activité. Donc, ils ont aussi, au niveau de leur profil personnel, une expérience technique
souvent moins conséquentes que les gens qui sont issus de l'agriculture familiale. Donc, ils doivent se construire une expérience en allant de ferme en ferme ou allant dans des espaces tests agricoles, souvent. Ils ont souvent moins de capital financier aussi que les agriculteurs ou fils-filles d'agriculteurs. Et ils sont moins introduits dans les réseaux socio-agricoles, mais ils n'ont pas que des avantages face au marché foncier. Ils sont aussi parfois intégrés dans certains réseaux extra-agricoles qui leur permettent de bénéficier de compétences un peu qui sortant du milieu agricole, mais qui réintroduisent dans leur activité. Et ils souhaitent globalement aussi participer, un grand nombre d'entre eux, un grand nombre de ces candidats à l'installation non issus du milieu agricole, souhaitent participer à la transition des modèles agricoles vers des modèles plus écologiques. Donc, ces personnes non issues du milieu agricole, Terre de Liens est née pour les accompagner, même si, comme je le disais, on accompagne aussi des installations dans le cadre familial. Et Terre de Liens, pour naître, pour se mettre en place, a capitalisé sur des expériences qui avaient démarré dans les années 70, 80, 90, de rachat collectif de fermes en utilisant un outil juridique qui était le groupement foncier agricole. Donc, le groupement foncier agricole, c'est une entreprise qui a pour objet l'acquisition et la gestion de foncier agricole et qui permet de rassembler des apporteurs de capitaux pour acheter des fermes, terres et ou bâties. Et du coup, Terre de Liens a capitalisé sur des GFA qui n'étaient pas des GFA familiaux. Il y a eu beaucoup de GFA familiaux, mais sur des GFA de personnes parfois non issues du milieu agricole qui mettaient leur argent en commun pour faciliter dans des installations de personnes qui sinon n'auraient pas pu s'installer et démarrer une activité agricole. Alors, le GFA présentait un certain nombre de limites auxquelles Terre de Liens s'est confrontée. Les limites, quelles étaient-elles? Il y en avait plusieurs. Alors, il y avait d'une part le haut niveau de responsabilité individuelle des apporteurs de capitaux, c'est-à-dire que si jamais il y avait des difficultés économiques, ils mettaient leur propre responsabilité juridique en jeu. Il n'y avait pas de possibilité d'appel public à l'épargne pour rassembler des personnes, par exemple, non issues du territoire ou ne connaissant pas directement le porteur de projet, pour ramener de l'argent et racheter une ferme. Et il y avait aussi, dès qu'un apporteur de capital partait, des difficultés à le remplacer, et notamment s'il avait fait un apport plus important que les autres, de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Comment est-ce qu'on le remplaçait? La seule possibilité de le remplacer si personne ne pouvait venir à sa place, c'était de revendre la ferme. Donc, face à toutes ces difficultés que représentaient les GFA SCI, c'est Terre de Liens a essayé de développer d'autres solutions, une solution alternative. Au début de son activité en 2003-2006, on a d'abord fait un guide sur toutes les formes d'achat collectif et solidaire de foncier pour le soutien aux nouveaux agriculteurs et on diffusait un peu ces pratiques pour que ça puisse s'étendre sur le territoire. Mais ensuite, on a créé ce qu'on appelle la foncière Terre de Liens, qui est une société en commandite par action et qui permettait de répondre aux trois difficultés que j'ai évoquées juste avant. C'est une société qui fonctionne sur de l'actionnariat solidaire, donc des apporteurs de capitaux sont des actionnaires, donc c'est bien que leur responsabilité individuelle n'est pas en jeu. Il y a une déconnexion entre les apporteurs de capitaux et la décision qui est prise sur l'usage du capital via la société en commandite par action, c'est une SARL qui rassemble les gens de Terre de Liens, qui décide comment on flèche l'argent pour acheter des fermes sur les différents territoires français. Et il y a une possibilité d'appel public à l'épargne, puisque on a une autorisation des marchés financiers qui nous est délivrée chaque année et qui permet de faire un grand appel à épargne qui nous a permis de récolter des millions d'euros comme ça. Et pour la difficulté de remplacement des apporteurs de capitaux, tout simplement, il y a une réserve de 25% qui a été mise en place pour faire tourner les actionnaires si jamais il y a un problème de renouvellement. Donc voilà, après Terre de Liens après avoir développé sa foncière dans la période 2007-2019, a essayé d'avoir des associations régionales sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui, il y a 19 associations régionales. A été mis en place en 2009 un outil complémentaire à la foncière Terre de Liens, qui a été un fonds de dotation, puis une fondation reconnue d'utilité publique qui permet cette fois de collecter des legs, des dons de terre ou des dons numéraires, des dons en argent, permettant d'acheter des fermes ou de financer globalement l'avancée du projet de Terre de Liens.
Et puis, à partir de 2009 et jusqu'à aujourd'hui, les premiers partenariats aussi ont été montés avec des collectivités locales qui se posaient les mêmes questions que Terre de Liens, qui pouvaient par exemple avoir des terres publiques en propriété et qui se demandaient comment est-ce qu'elles pouvaient favoriser des installations sur leur territoire, en répondant aussi à des fois à des enjeux environnementaux, des enjeux d'approvisionnement locaux, etc. Il y a eu la première coacquisition d'une ferme avec une collectivité locale en 2013. Donc Terre de Liens est devenue une forme de réceptacle aussi pour des partenariats avec des collectivités et faire des montages complexes autour de l'accès au foncier. Et en 2020, il y a eu la mise en place d'un pôle plaidoyer. Donc du coup, Terre de Liens, au-delà d'être un acteur local et un acteur national, avec différents partenariats qui se nouaient au niveau local, a essayé aussi de devenir un véritable acteur du débat public et si possible en discussion avec les instances politiques dans le cadre de, par exemple, de modification de l'organisation du foncier ou ce genre de choses. Donc voilà un peu un schéma qui explique un petit peu la structuration du mouvement Terre de Liens, son organisation. Globalement, on a donc des citoyens, des associations qui peuvent être des épargnants solidaires au sein de la foncière, qui a recueilli donc 19 000 épargnants aujourd'hui, qui ont permis de recueillir 110 millions d'euros avec 25% du capital en réserve, comme je le disais. Un réseau associatif avec 7 600 membres et qui inclut 1 200 bénévoles, donc une force bénévole forte aussi, qui est impliquée dans les territoires et qui essaie de réaliser ce projet de terre comme bien commun en rentrant dans les instances politiques locales et en essayant de faire valoir le fait que la terre doit être gérée au-delà de la profession État, aussi avec la vie de citoyens qui s'impliquent localement. Et une fondation, Terre de Liens, qui a rassemblé 8 000 donateurs, permettant de récolter 14 millions d'euros depuis 2013, et qui peut aussi recevoir des terres en don. Alors, on n'accepte pas toutes les fermes, mais on instruit les fermes qui sont proposées en don ou en legs. Et ensuite, une fois que les fermes rentrent soit dans le capital de la fondation, soit dans le capital de la foncière, elles sont acquises. Généralement, on a un porteur de projet qui est aussi un projet sur cette ferme et qui doit être en adéquation avec les valeurs de Terre de Liens. Et on fait un bail rural entre le fermier qui est installé sur ces fermes en agroécologie et la fondation ou la foncière, où il y a aussi des coacquisitions fondation foncière, en mixant les ressources entre épargne et dons. Et donc, il y a des clauses environnementales, c'est-à-dire qu'il y a un accord qui est fait entre la personne qui cultive le foncier porté par Terre de Liens et Terre de Liens sur les pratiques. Alors, les clauses peuvent être respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique, par exemple. Ça peut être le maintien des prairies, ça peut être le non-retournement ou des fauches tardives, par exemple, pour essayer de préserver certaines espèces de la faune, etc. Donc, je vous montre un schéma qui rentre un peu dans les détails concernant la foncière Terre de Liens, un peu plus dans les détails. Donc, on a un capital qui est issu principalement de citoyens, mais aussi dans une plus faible mesure d'institutions. Les motivations pour les apporteurs de capitaux, c'est la dimension éthique du mouvement Terre de Liens, c'est-à-dire le fait de pouvoir soutenir une agriculture locale de proximité en agroécologie. Et il y a une motivation un peu financière aussi, qui est la défiscalisation. Donc, il y a une forme de défiscalisation sur les impôts sur le revenu lorsqu'on prend une part, une action au sein du mouvement. Mais par contre, il n'y a pas de dividende, tout simplement parce que les fermes, donc ce qui compose le capital, n'est jamais revendu. Il n'y a pas de construction de plus-value sur la base de nos activités. Donc, l'épargne permet de rentrer dans la structure de portage qui achète les terres. L'achat de terres, c'est le fruit d'une instruction par des associations régionales, des salariés, mais aussi un engagement fort de bénévoles, comme je le précisais, avant que la terre soit mise à disposition, que le fermier paye des fermages à la structure de portage, donc du coup, qui est une partie des recettes qui permettent d'équilibrer le modèle économique. En sachant que ce n'est pas les seules recettes, parce qu'il y a une partie, les 25% en réserve, sont aussi placés et permettent de ramener un peu d'argent à un certain taux, selon les taux en vigueur. Donc,
Terre de Liens, quelque part, est dans le paysage de ce qu'on peut appeler les structures de portage de foncier agricole. Alors, il y a une controverse sur le terme portage parce que certains au sein de Terre de Liens préfèrent parler de conservatoire dans le sens où portage, ils ont le sentiment que ce serait seulement temporaire. Et Terre de Liens, la grande spécificité, c'est que c'est du portage de long terme au-delà de la carrière de l'agriculteur. Donc, il n'y a jamais de revente auprès du fermier en place. L'idée, c'est de maintenir des unités de production cohérentes à échelle moyenne sur le long terme et cultivées en agriculture biologique et paysanne en agroécologie au-delà de la carrière d'un simple agriculteur. Donc, il existe dans ce paysage différentes modalités. Il y a du stockage de très court terme qui peut être très intéressante parce que le stockage peut permettre de temporiser le marché. Parce que justement, souvent, le problème auquel sont confrontés les non issus du milieu agricole, c'est que les ventes vont trop vite. Alors que si un outil de stockage, souvent institutionnel, par exemple dans le cadre d'une convention entre la SAFER et le conseil régional, ça permet de temporiser le marché et d'avoir le temps de monter son projet avant que l'installation ait lieu. Il y a des portages de court terme, des portages de moyen terme et des portages non temporaires qui répondent à des objectifs qui peuvent être cumulables, de favoriser l'installation. Pour les systèmes de portage qui revendent ensuite les terres à l'agriculteur, ça peut avoir un rôle de différer l'investissement foncier de l'agriculteur pour qu'il ne fasse pas tous ses investissements au même moment. Il y a une fonction aussi de placement financier éthique, notamment dans le cadre de Terre de Liens. Et dans le cadre de Terre de Liens, il y a cette idée de préserver le patrimoine ou sur le très long terme, le patrimoine qui est la terre. Et les acteurs qui agissent dans ce secteur du portage foncier sont des acteurs institutionnels, la société civile, comme dans le cas de Terre de Liens ou les GFA solidaires dont j'ai parlé, mais aussi les filières qui parfois achètent le foncier pour favoriser des installations ou maintenir des structures qui sont pourvoyeuses de leur industrie agroalimentaire. Les familles agricoles peuvent jouer le rôle de porteur, c'est même le principal porteur dans le paysage. Et le secteur bancaire et les startups récemment se sont lancés aussi et ont complexifié le paysage du portage foncier ces dernières années. Donc pour résumer un peu sur les spécificités des acquisitions par terre de liens, on a un modèle économique qui est basé sur la solidarité. Ce sont des parts qui sont prises, si on prend le cas de la foncière, sans compensation financière, c'est-à-dire sans dividende à part la défiscalisation, mais qui du coup, et ça c'est une limite, sélectionnent les profils des investisseurs, parce que ceux qui sont sur des recherches de haute rentabilité ne vont pas forcément se diriger vers nous. Un appui bénévole pour l'instruction des acquisitions, l'appui aux transmissions, la relation aux fermiers, mais du coup qui rend aussi le modèle dépendant de forces bénévoles. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient quelque part. Un système qui réduit le poids de la dette à l'installation, puisque du coup les gens qui s'installent avec Terre de Liens, et notamment si on achète l'intégralité du foncier, s'endettent moins, mais limite les possibilités de revente du capital au moment du départ, ce qui est un questionnement, bien entendu, puisqu'on sait que les retraites agricoles sont particulièrement faibles, si bien que parfois les agriculteurs comptent sur cette revente de leur outil de production, dont le foncier, au moment du départ. Mais en sachant que, quelque part, il y a aussi beaucoup de fermiers qui sont déjà en fermage, voire sur 70, voire 80% des terres. C'est des chiffres fréquents et qui arrivent quand même à organiser leur retraite sur le plan financier. C'est un contrat spécifique avec le fermier, un bail sécurisé sur le long terme, des baux qui incluent des clauses environnementales, comme je disais, et une réflexion collective aussi sur le maintien et l'entretien du bâti. C'est une analyse à l'instruction concernant l'usage des terres qui repose sur la viabilité économique du projet. Donc, il y a une forte, un fort regard sur le fait que le projet qui va être démarré grâce à l'acquisition de terres de liens est bien viable sur le plan économique, mais il y a aussi est viable sur deux aspects. À la fois le projet en tant que projet agricole est viable en tant qu'acquisition foncière, c'est-à-dire s'assurer que les fermages pourront permettre de rénover le bâti à la hauteur des rénovations dont il a besoin, etc. Donc il y a aussi une analyse de l'équilibre économique de l'opération et une analyse de l'instruction, mais qui ne prend pas que les aspects économiques en jeu, mais des services non marchands comme l'utilité sociale, l'utilité environnementale du projet en compte, et tout ça dans une perspective de terre comme bien commun. Et la terre n'est donc, comme je l'ai déjà précisé, jamais revendue.
géré comme un bien commun sur le long terme, au-delà de la seule carrière de l'agriculteur ou l'agricultrice qui s'y installe, ou le collectif d'agriculteurs ou d'agricultrices dans le cas de projets collectifs. La terre est maintenue en agriculture biologique au-delà de la carrière de l'agriculteur et dans le cadre de transmission aussi qui sont facilités par le fait que Terre de Liens porte le foncier et appuie les transmissions. Donc voilà les spécificités de Terre de Liens sur le plan de l'acquisition. Ouais, non, voilà, c'est juste qu'elles apparaissent au fur et à mesure. Donc, pour résumer les grandes missions que font les associations territoriales et Terre de Liens de manière générale, on appuie les fermiers et fermières ou futurs fermiers et fermières sur de la recherche de terre, sur l'acquisition foncière ou de l'accès au baux, sur l'appui à l'acquisition collective de foncier, sur l'appui à la transmission, sur l'appui maintenant de plus en plus de restructuration de fermes, c'est-à-dire que des fermes qui ne sont pas transmises en l'état, par exemple une ferme en céréaliculture qui finalement est transformée pour faire de la polyculture, polyélevage avec plusieurs agriculteurs, mise en place d'ateliers de transformation au niveau de la ferme, etc. Donc là, participer à ces réflexions justement pour rendre des fermes transmissibles dans des nouvelles conditions. Et donc, on fait de l'acquisition et gestion et mise à bail de ferme, donc au-delà de l'appui aux fermiers. Ça, c'est ce que je vous ai déjà présenté. On est un acteur de la mobilisation citoyenne qui essaie de donner du pouvoir d'agir quelque part à des acteurs qui ne sont pas issus du milieu agricole ou qui sont issus du milieu agricole mais qui veulent agir aussi à l'échelle territoriale en organisant des débats, des conférences, des formations à l'échelle territoriale ou en organisant des groupes locaux d'intervention qui vont essayer de nouer des liens avec des collectivités territoriales, essayer de nouer des liens avec des futurs fermiers des futurs cédants pour essayer de mettre en lien avec des personnes qui cherchent du foncier, etc. Donc ça permet de donner une forme de pouvoir d'agir au niveau local à des individus en les appuyant sur leur organisation locale et en leur donnant aussi des outils pour acheter concrètement des fermes via la foncière et la fondation. Et puis une mobilisation d'acteurs locaux. Voilà, on essaye de travailler avec différentes structures de l'agriculture et notamment de l'installation. Et on essaie aussi comme je vous l'ai dit, de travailler avec les collectivités locales donc sur l'orientation des terres publiques en faveur de l'agriculture locale, sur l'articulation des liens entre politique foncière et plans alimentaires territoriaux, avec les plans alimentaires territoriaux qui tendent à se développer, ce genre de choses. Et comme je disais, il y a une activité plaidoyer qui commence à se structurer afin de changer les cadres locaux, nationaux, européens, les politiques foncières, les politiques d'aménagement, pour qu'elles puissent favoriser le projet qui essaye de pousser Terre de Liens à ces différents échelons. Donc au final, depuis 2003, donc on fête nos 20 ans cette année, donc on commence à avoir un âge un peu plus mature. 40 000 citoyens impliqués dans le mouvement de différentes manières, soit sous forme bénévole, soit sous forme financière. 140 millions d'euros qui ont été collectés entre l'épargne et du don. 500 fermiers et fermières qui ont pu démarrer une activité via les acquisitions de fermes, donc 350 fermes acquises, représentant 7 000 hectares dédiés à l'agriculture biologique et paysanne, à l'agroécologie. 7 000 hectares, finalement, en 20 ans, on peut se dire que c'est une goutte d'eau. Et ça peut représenter une seule ferme en Ukraine, par exemple. Mais c'est aussi montrer que 7000 hectares qui ont pourvu beaucoup d'emplois pour 500 fermiers et fermières et qui aussi montrent une autre manière de faire sur la gestion du foncier, sur le dépassement aussi de la forme de la propriété privée, etc., sur la possibilité de réfléchir à plusieurs et en combinant les enjeux sur la question foncière. Et plus de 2000 aspirants fermiers et fermières qui sont conseillés chaque année, qui rencontrent les associations territoriales en région et des centaines de partenariats avec des collectivités qui ont été noués, donc plus ou moins avancés selon les partenariats. Alors, ouais, bah je vais passer là-dessus. C'était juste pour on donnera le diaporama voilà, c'est juste pour préciser que Terre de Liens publie des chiffres sur
à travers un rapport qu'on publie chaque année, c'est le rapport sur l'état des terres agricoles. Le dernier portait sur la structuration de la propriété du foncier agricole. Et on a fait ça en collaboration avec le CEREMA. Donc vous pourrez y jeter un coup d'œil. Vous pouvez y avoir accès sur le site de Terre de Liens. Donc je vais plutôt finir avec deux dernières diapos sur des pistes de réflexion sur l'amélioration de la régulation des transferts d'usage du foncier agricole. Donc, globalement, on a face à nous une augmentation de la propriété par des sociétés et des transferts de parts sociales sur le marché foncier. Donc, en fait, il y a trois formes, on va dire, principales d'accès au foncier. Il y a le transfert de parts sociales, il y a le transfert de propriété classique, régulé notamment par la SAFER, et il y a le transfert de baux, et régulé notamment par le contrôle des structures. On a une tendance à l'augmentation de la propriété par des sociétés, par une augmentation du transfert de parts sociales. On a une forte part du fermage et donc une forte part de transfert de l'usage de la terre qui se fait par le transfert de baux, mais pendant que les moyens alloués au contrôle des structures tendent globalement à diminuer. On a une augmentation de la demande en foncier de la part de personnes non issues du milieu agricole et on a une tendance à la baisse du modèle de l'agriculture familiale. Donc, on a une restructuration forte du paysage, même si les transmissions via la voie familiale restent la majorité des transmissions, ça faut quand même le garder en tête. Et donc, nous, nos propositions au sein de Terre de Liens, face à la multiplicité de ces modalités de régulation et d'accès à la terre entre le transfert de parts, le transfert de propriété et le transfert de baux, on souhaiterait homogénéiser la régulation des différents modes d'accès à la terre avec une convergence de la composition des CDOA, donc les commissions départementales d'orientation agricole qui arbitrent sur les autorisations d'exploiter lors des transferts de baux, les comités techniques SAFER, voilà, avoir une seule instance plurielle qui régule l'ensemble avec un schéma. Donc le schéma directeur régional des exploitations agricoles qui est le cadre pour le contrôle des structures et devrait devenir vraiment le cadre commun à l'ensemble des modalités de transfert de foncier et qui devrait s'appliquer avec des cadres qui sont équivalents, quel que soit le transfert, la modalité de transfert d'usage, en mettant l'installation et la transition écologique au cœur des priorités afin de préserver les surfaces en agriculture biologique, de favoriser l'emploi agricole, favoriser les pratiques agroécologiques, et que ce cadre s'applique de la même manière aux comités techniques SAFER, au CDOA, et avec aujourd'hui c'est une application, le SDOA, qui connaît une très grande variabilité d'un territoire à l'autre. Donc il faudrait quelque part un cadre plus contraignant au niveau national sur la question de l'écologisation des pratiques pour accéder aux facteurs de production qu'est la terre. Il faudrait aussi soumettre à autorisation tous les types de cessions d'usage, que ce soit les transferts de parts sociales, les transferts de baux, les transferts de propriété, et donner la possibilité aussi, et ça c'est important, de ne pas autoriser certaines cessions d'usage. Parce que, en gros, ce qu'on voit, par exemple, notamment dans les transferts de baux, c'est que s'il n'y a pas de concurrence pour accéder à un bail, et généralement la concurrence, elle est régulée socialement sur le terrain entre agriculteurs. S'il n'y a pas de concurrence, le préfet ne veut pas dire non à une autorisation, si bien que si elle va vers un agrandissement, si elle va vers des pratiques non vertueuses sur le plan écologique, bah, il est sûr, l'agriculteur qui demande l'autorisation est sûr de l'avoir. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi organiser des refus? Et on imaginait aussi, toujours dans cette logique d'harmonisation, il y a quand même eu la loi Sans Passe-Tout récemment qui cherche à réguler les transferts de parts sociales. Donc ça, c'est quand même une avancée, puisque jusqu'à présent, elles n'étaient pas régulées du tout, donc là, avec la SAFER qui a cette mission-là. Mais il faudrait que les seuils de déclenchement de la loi Sans Passe-Tout soient les mêmes que pour la CDOA, le contrôle des structures. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc c'est toujours, voilà, toutes les propositions que j'évoque, c'est toujours dans une logique d'homogénéisation des pratiques, quelle que soit la modalité de transfert d'usage. Et aujourd'hui, donc le préfet peut pas refuser des autorisations, donc ça c'est un problème, comme je le disais.
et il faudrait aussi lui donner de plus en plus la possibilité de temporiser le marché. Alors, il y a deux manières de temporiser le marché, justement pour faciliter l'accès aux personnes non issues du milieu agricole. Il pourrait y avoir, dans le cas de la propriété privée, un renforcement des dispositifs de stockage de foncier, notamment via des conventions entre SAFER et les conseils régionaux. C'est des choses qui existent dans certaines régions et qui ont très bien marché. On peut penser en Poitou-Charentes, par exemple. On peut aussi, il y a l'exemple départemental d'Ille-et-Vilaine, qui est un cas très intéressant de stockage de foncier. Donc, stockage pour donner du temps de monter des projets et des reprises parce que très concrètement, un agriculteur qui va s'agrandir, pour lui, c'est très facile de se positionner sur du foncier. Il y a juste un coup de fil à la banque et il se positionne, alors que quelqu'un qui monte son projet ex nihilo ou qui est sur une transmission de ferme, mais qui n'était pas issu du milieu agricole, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est cette question de temporiser les choses. Donc, temporiser via du stockage foncier pour la propriété ou temporiser via des autorisations temporaires d'exploiter dans le cas de transfert de baux, avec éventuellement une clause de revoyure, la possibilité de faire un contrôle a posteriori si la ferme respecte des enjeux qui auraient été mis beaucoup plus en avant autour de l'écologisation des pratiques et de renouvellement des générations. Voilà. Et puis globalement, pour finir aussi, faciliter les achats de terres portés par un bailleur de type initiative foncière citoyenne, donc c'est-à-dire des initiatives comme Terre de Liens ou des initiatives comme le GFA solidaire, donc des dispositifs de portage de la terre non orientés vers la lucrativité et portant des objectifs de transition des modèles agricoles. Voilà, comment est-ce qu'on a globalement un cadre facilitateur et incitateur pour tous ces dispositifs. Voilà, je m'arrête là. Bien, je remercie Will Neuvenbroek. Je vous propose qu'il y ait 3 questions posées, parce que le temps est très limité. Allez, je prends les 3 questions. Bon, alors merci pour cet exposé. J'ai une question. Vous avez beaucoup parlé du foncier, et c'est quand même l'objet premier de Terre de Liens. Mais comment vous recrutez, je sais peut-être pas le bon mot, mais des candidats à s'installer comme exploitants? Comment viennent-ils vers vous? Est-ce que vous avez une démarche proactive? Comment ça se passe? On a vu tout à l'heure 2000 postulants chaque année, mais je vais prendre la deuxième question. En fait, merci. Ce sera la même que je vais compléter. Merci beaucoup pour cet exposé qui est très, très complet et qui montre toutes les activités importantes de Terre de Liens. Mais vous nous avez donné les chiffres, le fonctionnement, mais ma question, c'est la même que celle de Chantal, c'est-à-dire comment est-ce que vous choisissez les terres que vous achetez? Il y a des propositions d'individus, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des initiatives à vous? Et comment est-ce que vous choisissez les fermiers? Donc, complété par tous les aspects humains. Allez, je prends encore Bernard et Marie-Hélène. Bien, moi j'ai juste une question très, très courte. Vous avez beaucoup parlé dans votre intervention d'agroécologie, mais en fait, systématiquement, ça a dévié vers l'agriculture biologique. Est-ce que dans agrotechnologie, vous considérez seulement l'agriculture bio ou d'autres systèmes qui sont considérés comme, je dirais, agroécologiques? Marie-Hélène. Alors moi j'ai deux questions. C'est aussi relatif à l'agroécologie, c'est-à-dire comment on peut repérer à l'avance que des fermiers vont cultiver, voilà, enfin vont avoir des pratiques agroécologiques et vont maintenir ça dans le temps. Moi je suis enfin un grand merci pour votre présentation, j'ai trouvé ça super et pour le travail que vous faites. Et la deuxième question que j'ai, c'est par rapport à la recherche. Je suis moi aussi très sensible au fait que la recherche ne travaille pas assez là-dessus. Et du coup, ma question, c'est comment faire? Comment faire en sorte pour que ça soit plus pris en charge par la recherche, sachant que j'ai le sentiment aussi que les politiques agricoles sont loin de ces questions-là et qu'une partie du problème nous dépasse parce que c'est lié à des questions de mondialisation. Donc, voilà. Alors, je réponds sur la question du choix des terres, du choix des fermiers, donc les premières questions.
En fait, selon les régions, on a des situations très distinctes. On a parfois beaucoup de candidats avec peu d'opportunités foncières. Parfois, on a beaucoup d'opportunités foncières avec. Donc, on a des situations très distinctes d'une région à l'autre. Globalement, on est organisé en réseau avec, il y a des structures, je ne sais pas si vous les connaissez, qui s'appellent les ADR, qui ont été montées historiquement par la Confédération paysanne, qui sont des structures d'appui à des gens qui cherchent à monter des projets en agriculture. Désolé, j'ai plus l'acronyme en tête, mais c'est autour de l'emploi en milieu rural. Et donc, ils font de l'appui à des porteurs de projets. Donc, parfois, la porte d'entrée peut être celle-ci. Parfois, la porte d'entrée, c'est le point info installation avec les chambres d'agriculture qui redirigent vers Terre de Liens. Donc, il y a plusieurs manières d'avoir des liens avec des jeunes ou moins jeunes. D'ailleurs, parfois, il y a aussi des gens qui sont dans une reconversion professionnelle qui veulent s'installer en agriculture. Mais globalement, on voit il y a du monde, mais avec des niveaux, bien entendu, de maturité du projet plus ou moins élevés. Certains, on va leur dire qu'ils ne seront pas en mesure de s'installer, mais par contre, qu'ils peuvent se tester. Et c'est là où on est en lien avec notamment des espaces tests agricoles qui peuvent être des lieux. On peut démarrer, par exemple, enfin, démarrer progressivement. Alors, les espaces tests, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont sur des lieux physiques. Il y en a qui sont délocalisés sur des fermes avec des fermiers qui sont tuteurs ou tutrices des personnes pour qu'ils puissent justement monter en compétences techniques et être en mesure. Parce qu'en fait, dans le marché foncier, c'est un marché qui a des logiques sociales très fortes. La compétence technique est très regardée par le cédant. Et sinon, il lui fera pas confiance pour céder la ferme ou céder ses terres. Donc, on voit bien que c'est pas que sur des critères économiques que s'échange le foncier. Ça rentre dans des logiques sociales comme ça fortes. Donc, nous, c'est essayer de voir si la personne est apte à rentrer sur ce marché foncier avec toutes ces logiques sociales et si elle ne l'est pas, et essayer de de faire en sorte qu'avec des partenaires avec lesquels on travaille, la personne puisse bénéficier d'appui technique, etc. Sur les choix des terres, on n'a pas accès à l'intégralité du marché foncier. Terre de Liens, on a accès finalement à une partie du marché foncier, des terres céréalières dans la Beauce, par exemple. Je crois que pour l'instant, on n'en a pas acheté parce que ces fermes, ces terres se transfèrent sous forme de parts sociales de très grandes structures à d'autres très grandes structures et qui ne demandent pas à Terre de Liens si on veut les acheter généralement. Donc en fait, et c'est bien le problème, c'est la question à laquelle on est confronté, comment est-ce qu'on ouvre le marché auquel on a accès? Globalement, notre marché principal, c'est des fermiers en agriculture, alors je reviendrai sur agroécologie, agriculture biologique, mais en agroécologie, qui ont travaillé pour essayer d'avoir une exploitation qui souhaitait pérenne au-delà de leur seule carrière, avec une unité, parfois avec des ventes en circuit court, mais pas que, et qui n'ont pas de repreneurs familiaux, par exemple, et qui se disent, mais moi, j'aimerais bien que ma ferme, elle soit reprise telle quelle, plutôt que partir chez le voisin. Et donc ça, c'est clair que c'est un marché auquel on a plus accès, mais parfois, on a accès, par exemple, là, il y a la ferme de Sarliève qui est en train de se mettre en place, qui est sur la plaine de la Limagne, sur 70 hectares. Et c'était cultivé historiquement par une très grosse structure agricole, mais qui a bien voulu céder les terres dans le cadre d'un dialogue avec des propriétaires. Les propriétaires avaient été sensibilisés à Terre de Liens, c'est une indivision. Et là, quelque part, il y a eu un dialogue entre les frères et sœurs. Il se trouve que la sœur de l'indivision avait été en lien avec Terre de Liens, avait été sensibilisée. Donc là, on a sensibilisé quelque part des riches propriétaires fonciers et qui se sont dit, ben, on va participer à orienter ce foncier vers une installation collective pour un lieu qui va devenir une coopérative agricole, qui est aussi un lieu d'espace test. Voilà, c'est des exemples, mais ça, c'est une trajectoire. C'est des trajectoires qu'on n'arrive pas il faut un alignement des planètes qu'on n'arrive pas à avoir tout le temps, quoi. Sur la question de ce qu'on entend par agroécologie, c'est vrai que globalement, ce qui est pratique hein, avec l'agriculture biologique, c'est que il y a une logique de certification par un tiers qui nous simplifie la tâche. On sait que, par exemple,
les clauses environnementales seront respectées et on n'a pas besoin d'être là, de faire la police, entre guillemets, pour vérifier comment c'est cultivé. Donc, il y a un côté pratique de l'agriculture biologique, mais on pourrait imaginer faire sans le cahier des charges de l'agriculture biologique, mais cependant, nous, on est très rigoureux sur le fait qu'il n'y ait pas d'intrants de synthèse. Donc, quelque part, ce sera de l'agroécologie, mais qui dans la logique, se rapprochera de l'agriculture biologique. C'est-à-dire que on souhaite qu'il n'y ait pas d'engrais azotés de synthèse pour les entrants azotés. On souhaite qu'il n'y ait pas de pesticides et herbicides sur les terres parce qu'on sait que ça a un très fort impact sur la biodiversité et que sur la qualité des sols sur le long terme, etc. Donc je sais que c'est assez controversé, pas tout le monde est d'accord sur ces sujets, mais quelque part, Terre de Liens essaye d'aller dans le sens de fin des intrants de synthèse sur les terres qu'on achète, quoi. Et comment repérer qu'ils vont avoir des pratiques agroécologiques? Bah, c'est par, enfin, les agriculteurs annoncent qu'ils vont avoir des pratiques. On se met d'accord, on les intègre dans les clauses environnementales du bail. En fait, bon, on organise des visites de ferme chaque année pour s'assurer que les agriculteurs, enfin, pas forcément chaque année, ça dépend des régions, mais on essaye régulièrement d'aller sur la ferme pour voir si l'agriculteur ou l'agricultrice arrive à tenir les pratiques sur lesquelles il s'était engagé, etc. Donc, il y a ce genre de rétro-contrôle, de confiance aussi, parce que les installations se font dans un tissu local avec parfois l'appui d'un groupe local. Et donc, du coup, c'est aussi, c'est pas qu'une logique de contrôle, c'est aussi une logique de confiance qui se construit dans le cadre d'un projet qui est accompagné par des partenaires et par des bénévoles localement, quoi. Allez, je prends Il y avait Philippe juste- Pierjot, s'est retiré. Il y avait une question sur la recherche, mais Recherche. Ah. Oui, je suis d'accord, mais pardon. Marie-Hélène Geoffroy, qui est une chercheure agronome, INRA, agrophysiologiste, vice-directrice du département environnement, agriculture, agronomie, je crois, à l'INRAE, hein. Voilà, qui avait une question sur la recherche, parce qu'elle dit, ouais, la recherche, mais comment vous voyez ça exactement? C'est ça, Marie-Hélène, que tu disais ou... peut-être avec des précisions Vas-y. sur les limites que Attends, vous elle voyez en s'exprime, interne. elle s'exprime. Oui. Non, je voulais juste confirmer que effectivement, moi je trouve ça très dommage que la recherche ne s'implique pas plus dedans et plutôt fasse le constat, comme vous le disiez, le constat que ça a l'air inéluctable, l'agrandissement des fermes, la diminution drastique du nombre de fermes, etc. Et du coup, en même temps, une orientation pas très agroécologique. Et du coup, moi je me disais, ben, sur quoi il faudrait travailler, comment il faudrait travailler et euh, comment faire en sorte pour impliquer davantage la recherche sur ces questions-là. Ce qui me paraît important. Vas-y. Ben, on y travaille dans le sens où on essaie de monter de plus en plus de collaboration avec la recherche, justement pour quelque part les questions qu'on se pose, elles fassent partie de l'agenda de recherche. On a différents projets de recherche qui sont en place. Là, on a un projet de recherche, par exemple, qui s'appelle Ferment, sur l'analyse des fermes coopératives, donc comme nouveau modèle d'accès au métier d'agriculteur, donc des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des nouvelles formes coopératives qui émergent pour voir dans quelles conditions est-ce que on pourrait changer d'échelle sur la mise en place de telles fermes et qui sont souvent effectivement des fermes à taille plus humaine. Après, effectivement, il y a aussi tous les acteurs qui font, je les ai cités tout à l'heure, qui font des scénarios, mais qui ont du mal à imaginer une diminution moyenne de la taille des fermes, parce que souvent on prend on prend les courbes tendancielles et puis on les fait bouger un petit peu. Après, ça pose des questions, c'est-à-dire s'il y avait par exemple 1 million de paysans en plus, ça voudrait dire que dans la valeur alimentaire, soit on a une valeur alimentaire qui augmente parce qu'il y a plus de valeur ajoutée, plus d'emplois à l'intérieur de l'alimentation. Donc du coup, en pleine période d'inflation, ça pose des questions.
mais ça peut se traduire aussi par une diminution des autres maillons de la valeur alimentaire, puisque comme je l'ai dit au tout début, la part de, je crois que c'est sur 100 euros, il y a 8 euros qui vont à l'agriculture. Donc ça voudrait dire diminuer la part qui va à la distribution, à l'industrie agroalimentaire. Mais bon, c'est des emplois aussi en moins potentiellement dans ces autres secteurs. Donc ça veut dire qu'on privilégie à quel titre on privilégie le secteur agricole, peut-être au titre d'une ruralité plus vivante, avec une plus grande vitalité, moins vieillissante, etc. Ça pose des questions de société, en fait, très larges derrière. Allez, 3 questions. J'ai Jean-Marie, Marie-Claude et Jean-Jacques. Jean-Jacques en dernier, on fait les 3. On fait les 3. Jean-Marie. Alors, j'ai une question toute bête. Aujourd'hui, ce qui vous limite, c'est le nombre d'exploitations à acheter ou c'est le pognon pour les acheter? Oui, bon, moi je voudrais vous interroger sur la dimension politique de votre projet. Lorsque vous affirmez, par exemple, nous voulons sortir de la cogestion État-profession et privilégier l'initiative foncière citoyenne sur les agriculteurs, sur ce que l'on appelait autrefois, et vous n'avez employé le mot qu'une seule fois dans votre exposé, ce qu'on appelait les paysans. Vous parlez de volonté d'homogénéisation. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cela l'imposition, la recherche d'imposer un autre modèle à l'agriculture de notre pays? Voilà. Je ne sais pas si Constant me donne la parole. On t'entend, Jean-Jacques. À toi. Oui. Alors, moi, j'avais une question. C'est la diversité des situations européennes, avec une Italie qui a beaucoup plus d'exploitation agricole et de valeur ajoutée, finalement. Et puis, un peu partout dans le monde, et on a évoqué tout à l'heure l'Ukraine, mais il y a aussi beaucoup de gens en Ukraine qui rêvent d'autre chose que des seules très grandes exploitations agricoles. Est-ce que votre association s'intéresse à une dimension européenne et mobilise les différentes structures européennes qui traitent de l'avenir des structures agricoles, du monde rural, etc. Par exemple, European Landowners ou d'autres associations? Merci. À vous, Willem. Alors, ce qui nous limite, c'est pas le pognon, comme vous disiez, puisque comme je l'ai précisé, on a réussi à rassembler pas mal de millions d'euros. Et en fait, effectivement, ce qui nous limite, c'est nos forces vives, c'est-à-dire la capacité à instruire des dossiers. C'est-à-dire, on peut avoir des opportunités, mais il faut quand même avoir des salariés en région et des bénévoles pour pouvoir instruire des dossiers. Et c'est dans certaines régions, c'est des opportunités de ferme elles-mêmes, effectivement. Parce que notamment, si je prends les régions, par exemple, du nord de la France, tout se transfère par bail. Donc, il y a très peu de possibilités d'acquisition. Donc là, ça pose des limites quand même à ce modèle qui fonctionne par l'acquisition foncière. Donc, comment on fait pour favoriser des accès au bail, mais sauf que l'accès au bail, on ne peut pas privilégier sur le long terme un type de modèle agricole comme on peut le faire via la propriété avec ces beaux ruraux avec des clauses environnementales. Donc, on ne peut pas faire la même chose. Donc, face à cette segmentation du marché, c'est vrai que ça pose des questions importantes. Et les collectivités territoriales se posent les mêmes questions parce qu'elles essayent d'agir sur le marché foncier et voient qu'il y a beaucoup de transferts de baux et elles peuvent juste agir sur les transferts de propriété en faisant des conventionnements avec la SAFER, etc. Je reviendrai. En fait, je suis pas sûr d'avoir compris la deuxième question. Marie-Claude, vous pourrez reprendre, mais j'ai compris que est-ce qu'on n'impose pas un modèle d'agriculture à travers Terre de Liens? Oui, c'est ça. Un modèle politique. Un modèle politique. Oui, globalement, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que Terre de Liens, effectivement, se positionne, on va dire, quand même défavorable à ce qu'on peut appeler le productivisme ou son inertie, et qui globalement reste quand même le modèle dominant, entre guillemets, pour pas mal de raisons. Mais je les ai évoquées au début parce que sur le plan de la prise en charge des enjeux climatiques, de la prise en charge des enjeux environnementaux, on parlait à midi avec Antoine de ces possibilités de faire le constat qu'il y a autant d'effluents des élevages qu'il n'y a de production, qu'il n'y a de consommation d'engrais azotés et que finalement il suffirait de reconnecter l'élevage
et les cultures plutôt Bien que sûr. d'utiliser des engrais azotés. Voilà, donc on se dit que c'est des questions sérieuses et qui impliquent, alors ce ne sera pas un modèle univoque, unique d'agriculture, mais par contre qu'il y ait une réflexion sérieuse sur l'usage des engrais et des intrants de synthèse, ça nous paraît important, mais on sait qu'il y a, c'est un gros débat. Donc et c'est Pourquoi aussi un débat. remettre en cause la cogestion entre l'État et la profession agricole? Bah, Quand même pas responsable des dérives du modèle agro-industriel. disons qu'on a le sentiment que cette cogestion, elle a du mal à bouger et que du coup, il faudrait ouvrir cette gouvernance pour qu'elle puisse prendre en compte des enjeux qui ne sont pas liés qu'à la productivité des fermes ou les enjeux financiers du secteur agricole, mais qui puissent prendre en charge l'intégralité des enjeux qui se retrouvent à la croisée des chemins sur le foncier agricole, la question de la préservation des ressources en eau, des nappes phréatiques, la question de maintien de la biodiversité, la question du maintien des paysages, les haies qui ont drastiquement diminué, ce genre de choses. En fait, avoir un corps plus large d'acteurs pour discuter de l'avenir de l'agriculture comme du foncier agricole. Mais je comprends que ce soit un peu enfin voilà, c'est une sortie assez forte de l'organisation politique telle qu'elle a été menée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc C'est ce que je voulais vous entendre. ça interroge énormément. Et juste pour finir sur la question européenne, vous précisez qu'on est organisé à l'échelle européenne, un peu à l'initiative de Terre de Liens, dans un réseau qui s'appelle Access to Land. Donc vous pourrez regarder, il y a une page internet. Et en fait, c'est une organisation. Alors, il n'y a pas l'acteur que vous avez évoqué, à l'intérieur de ce groupe d'acteurs, mais il y a une série d'organisations qui travaillent en fait avec les mêmes préoccupations que nous à l'échelon européen. Voilà. On peut trouver Si je ça me où? permets de rebondir là sur la préoccupation de Marie-Claude, est-ce que, en faisant un peu l'avocat du diable, hein, parce que sur le fond, je trouve que c'est très bien ce que vous faites, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Vous allez devenir le premier propriétaire foncier de France et avec une gouvernance qui va être par les Français les plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont utilisé pour défiscaliser, notamment par l'IFI. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Je vais un peu plus brutalement que toi, Marie-Claude, mais je pense que c'était... Oui, et surtout quand vous vous opposez à la proposition de la sénatrice sur l'ouverture au capital des épargnants. Oui, alors là, C'est très contradictoire. on rentre dans un débat assez technique. En Oui. fait, effectivement, il y a cette idée que les groupements fonciers agricoles puissent être ouverts aux épargnants. Oui, c'est le projet de loi d'orientation. Là. Ouais, dans le projet de loi d'orientation agricole. Donc, en gros, ce que je disais tout à l'heure dans les limites des GFA, qu'on ne pouvait pas faire d'appel public à l'épargne, là, il y aurait une possibilité finalement beaucoup plus ouverte. Euh, le problème que ça pose, on va dire, c'est que les GFA en soi n'oriente pas forcément vers un type de modèle agricole donné. Donc, et nous, on est certes un gros propriétaire foncier, mais l'idée, c'est de partager la terre avec le plus de fermiers possible. Donc, c'est pas que la question c'est pas que la question de la structure de portage, c'est la question de à qui est-ce que ça va bénéficier. Et ça, c'est des choses qu'on a intégrées à l'intérieur de notre gouvernance de façon statutaire. C'est pas donné que ce soit fait dans un GFA lambda des GFA qui sont construits dans une simple logique financière. On connaît en région viticole, par exemple, on sait qu'il y a une forte inflation sur le prix des terres. Et là, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent juste pour faire une plus-value 4, 5 ou 10 ans plus tard sur le foncier. Et ça, c'est des dispositifs qui font l'effet inverse de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qui participent à la spéculation et à l'inflation sur le prix du foncier, plutôt que de le rendre accessible. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez dans le cas du plan de relance, il y a 400 millions d'euros qui ont été mis de côté pour un fonds souverain, notamment sur le foncier, qui n'aboutit pas pour des tas de raisons, mais mais qui est toujours mis en réserve. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, oui, donc c'est le Fonds entrepreneur du vivant. Oui, c'est ça, voilà, cherchez son nom, c'est ça. Oui, oui. En gros, chaque année, c'est quoi le volume de transfert de foncier? C'est environ 7 milliards.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Voilà, ça c'est l'ordre de grandeur. Et donc du coup, on se dit que sur ces 7 milliards, donc 400 millions, ils vont être a priori, potentiellement, ils peuvent être vite consommés. Mais ce qui est intéressant comme question que le gouvernement doit se poser, c'est quelle structure de portage il va privilégier. Est-ce qu'il va privilégier des structures qui, dans le portage, ont un modèle économique qui ne fonctionne que sur les plus-values basées sur l'inflation du prix du foncier? Et là, nous, on trouve que c'est problématique. Ou est-ce qu'ils vont favoriser l'appui à des structures de portage qui se posent des questions de la transition écologique, qui se posent des questions d'intégrer sur sur le marché du foncier sans participer à la spéculation, etc. Et donc, du coup, comment va se décliner les questions d'intérêt général sur l'usage de ces 400 millions? C'est les questions qu'on pose et voilà. Vraie question. Ça tombe. Ça arrive. Ce sont les vraies Bien, questions. Constant m'a demandé de clore la session. On a déjà dépassé. Merci beaucoup, William. Je voudrais juste faire deux remarques là, pour rebondir. C'est que, et comme le disait Marie-Hélène, je crois, dans la discussion, Terre de Liens n'a pas l'intention d'acquérir toute la France, mais plutôt de sensibiliser à un certain nombre de questions. On voit que le débat est chaud et je remercie William parce que je pense qu'il a fait preuve, et dans le mouvement, moi je ressens ça fortement, une certaine ouverture. Il y a effectivement des valeurs, des convictions, qu'on ne peut pas traiter le défi du changement climatique, de la biodiversité, sans s'intéresser à l'agriculture, et que du coup, ça ne devient pas seulement l'affaire des propriétaires et de l'État. Et voilà, ça c'est la première. La deuxième remarque, c'est que bon, certes, il y a le plaidoyer. Je vois que ça part très vite sur les questions de position et de projet de loi. Mais le réseau, et là je fais un témoignage personnel. Moi, demain, je vais voir un éleveur qui n'a pas de repreneur et qui, pour proposer des solutions, examiner avec lui des solutions. Voilà, c'est ça le quotidien de Terre de Liens, du réseau, de façon très ouverte et très spécifique au territoire. Je crois que c'est ça la force, c'est le réseau de bénévoles. Et voilà. Et puis le pognon, c'est pas une limite, effectivement. Les cédants, c'en est une, et aussi les porteurs. Donc il y a aussi un travail avec les centres de formation agricole pour accompagner. Donc il y a tout un écosystème à mettre en place pour accompagner depuis la formation initiale ou en reconversion jusqu'au suivi après coup, effectivement, les visites des fermes. Voilà, merci à tous. Donc les ressources, le diaporama sera à disposition. Il y a beaucoup de ressources sur le site, hein. J'ai fait effectivement sauter deux diapos, mais les rapports sont extrêmement instructifs. Voilà, merci à tous et puis à bientôt.